Excellent après-midi à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal La Langue Française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nilidandi. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. Des analystes estiment que la réunion conjointe de chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est et de la SADC devrait être la base pour résoudre définitivement le problème d'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Nous suivons les détails avec Kassim Issouf. Le président du Kenya, William Ruto, a annoncé lundi de cette semaine que la réunion des chefs d'État des pays membres de la communauté de l'Afrique de l'Est et de la SADC portant sur les problèmes de sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo se tiendra ce samedi à Dar es Salaam, en Tanzanie. Des analystes et observateurs de la situation sécuritaire qui prévaut dans la région des Grands Lacs estiment que cette réunion devrait être la base pour résoudre définitivement ces problèmes, étant donné que la voie militaire adoptée par le gouvernement de la République démocratique du Congo n'a abouti à aucun résultat concret. On a vu où on mangeait les hommes devant tout le monde, où les ressources animales des Congolais Tutsis étaient découpées en morceaux, et aussi où l'envoyé spécial des Nations Unies en matière de prévention contre le génocide a donné un avertissement en disant qu'il y a des signes bien clairs qu'un génocide pourrait être commis contre les Tutsis au Congo. Tout cela prouve que les discussions, la recherche d'une solution durable devraient être privilégiées. Ils vont se rencontrer, mais est-ce qu'ils estiment qu'il y a quelque chose qu'ils ont retardé dans la recherche d'une solution durable? Parce que la solution d'interposition entre les belligérants que l'EAC avait proposée pour le rétablissement de la paix pour enfin mener discussion n'a pas abouti. La SADC est plutôt venue avec une mission offensive. Je crois que l'un des points qui sera à l'ordre du jour des chefs d'État au sommet de Dar es Salaam est de voir comment la guerre en RDC pourra prendre fin et comment trouver des solutions à tous les problèmes. Et ils sont tous d'accord que tous les problèmes liés à la guerre trouvent des solutions par la voie de négociation. Si Tshisekedi rejette les discussions, je trouve alors que ceux qui lui ont infligé la défaite discuteront avec ceux qui seront là. La persistance de l'entêtement du gouvernement congolais est l'un des facteurs que Dr Charles Muligande considère comme un fardeau supplémentaire pour résoudre la situation, soulignant que cela devrait aussi être pris en compte lors de cette réunion. La seule personne qui aurait pu rendre facile ce problème, c'est le gouvernement du Congo et au lieu de cela, il le complique de plus en plus en cherchant des gens qui se placent de son côté pour l'aider à le résoudre à leur gré. En fait, ce n'est pas un problème difficile. Si tous ces pays sont d'accord pour considérer ce problème depuis ses racines, il ne serait pas difficile de lui trouver une solution. Cela est également confirmé par la députée Mukabalisa Germaine qui estime cette obstination comme un manque de solutions nécessaires pour certains Congolais qui souffrent des conséquences de ces problèmes. Jusqu'à présent, le Malawi, qui avait envoyé des troupes dans le cadre de la mission de la SADC en République démocratique du Congo, a retiré ses troupes, tandis que les troupes sud-africaines restent fermement engagées à collaborer avec les FARDC et le groupe terroriste FDLR dans ce conflit. Dr Ismaël Buchanan estime que ce pays devrait comprendre mieux les causes profondes de ce problème avant de s'engager davantage dans la guerre. Saluons les efforts de la communauté est-africaine qui a approuvé des discussions avec la SADC. J'ai l'espoir que s'ils considèrent le problème depuis ses racines, faire comprendre à l'Afrique du Sud la clé du problème, la solution sera trouvée. Cependant, s'asseoir autour d'une même table et se rendre compte qu'il n'y a rien d'autre à faire qu'entreprendre des discussions, cela obligera l'Afrique du Sud de reconsidérer sa position et voir que ce sont les Africains eux-mêmes qui doivent trouver des solutions aux problèmes de la région
tout en insistant sur la vérité. Le Rwanda, qui fait partie de cette région, a constamment montré que la seule voie pour résoudre ces problèmes de sécurité en République démocratique du Congo est le dialogue entre les parties concernées par cette crise. L'office du président du Kenya, William Ruto, a annoncé que parmi les chefs d'État qui ont accepté d'assister à cette réunion extraordinaire de l'EAC et de la SADC, il y a le président de la République, Paul Kagame, le président Tshisekedi de la République démocratique du Congo, Yoweri Kaguta Museveni, de l'Ouganda, Samia Suluhu Hassan, de la Tanzanie, ainsi que Cyril Ramaphosa d'Afrique du Sud. Poursuivons avec l'actualité nationale au niveau de la région. Les corps de 14 soldats sud-africains tués au combat dans l'est de la République démocratique du Congo vont être rapatriés en Afrique du Sud via le Rwanda. Ces corps ont été transportés ce vendredi par des véhicules frigorifiques au poste frontalier de la Corniche entre la ville de Goma en RDC et celle de Rubavu au Rwanda. Les autorités rwandaises ont d'abord inspecté les véhicules transportant les corps ainsi que les personnes les accompagnant avant de procéder à la vérification de leurs documents dans les bureaux de l'immigration et des douanes. Ces corps doivent être rapatriés par l'Ouganda en passant par la frontière de Kianika au nord du Rwanda. L'Afrique du Sud fait partie des pays membres de la communauté de développement de l'Afrique australe qui ont envoyé des troupes en République démocratique du Congo. Les experts dans le domaine des médias critiquent la couverture partielle par les médias internationaux du conflit et de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Ces traitements à deux vitesses n'apportent nullement la vérité et ne résoudent pas le problème. Suivons ce reportage. Le 3 février de cette année, le président Paul Kagame a accordé une longue interview à la chaîne de télévision américaine CNN, l'une des plus importantes aux États-Unis. Il s'agit d'un débat qui porte principalement sur les questions d'insécurité, où le Rwanda est souvent accusé à tort de soutenir le mouvement du M23. Cependant, ce qui a été rapporté par cette chaîne de télévision est loin du contenu de l'entretien que le journaliste Larry Madowo a eu avec le président Kagame. La porte-parole de la présidence, Stéphanie Nyombayire, a souligné que ce média a ignoré des points importants que le chef de l'État rwandais a évoqués dans ses réponses aux questions sur l'insécurité dans la région, la souveraineté du Rwanda et la position du Rwanda par rapport à la question de la RDC. À travers son compte X, Madame Nyombayire a expliqué en détail le contenu de cette conversation. Les FDLR sont associés et soutenus par le gouvernement de la région. Leur objectif n'est pas seulement de combattre le M23, qui est congolais, mais de combattre le Rwanda et renverser le gouvernement comme ils l'ont déclaré publiquement. Quelqu'un pense-t-il que le Rwanda va croiser les bras et attendre que cela se produise? Le Rwanda ripostera sous quelque forme que ce soit, cela ne doit faire aucun doute. Je souscris à l'idée de respecter la souveraineté des pays. Cela signifie que la souveraineté du Rwanda doit également être respectée. Aucune souveraineté d'un pays n'est plus importante que celle d'un autre. C'est les principes standards. La même communauté internationale qui accuse le Rwanda est celle qui a laissé les FDLR au Congo pendant 30 ans. 2 décennies et demie plus tard, et près de 40 milliards de dollars, quelle stabilité cela a-t-il apporté? Mettre la faute sur le Rwanda est le moyen le plus simple de dissimuler les désordres dans lesquels ils ont impliqué et qu'ils ont causé dans notre région. Le problème est simple à comprendre. Les gens le présentent comme complexe pour éviter de faire quoi que ce soit à ce sujet. Même les gens les moins intelligents comprendraient un problème après 30 ans. Je ne pense pas que quiconque s'intéresse à la guerre. Je ne pense pas que Tshisekedi lui-même s'intéresse à la guerre. Mais il a été encouragé par cette direction, par des gens qui se sont présentés pour mener ces guerres
à sa place. S'il ne le faisait pas, peut-être qu'il verrait la raison dans la vérité et donnerait la priorité aux efforts pour instaurer la paix. Je parle de me protéger, conscient des dangers qui existent. Je gère les affaires nationales et les situations pour obtenir la paix. Et Tshisekedi parle d'humiliation qui a à voir avec son ego. On ne peut pas diriger un pays et causer des problèmes de la région juste à cause de l'ego. La chose la plus importante pour le Rwanda est que nous devons nous protéger. Dans notre esprit, nous comprenons que personne ne sera là pour nous. Nous l'avons vu en 1994. Cela s'est traduit par des investissements dans la sécurité, dans la défense, et le reste parlera de lui-même. Mutatsimburgo Albert est un expert des médias qui suit de près les questions de sécurité dans l'Est du Congo. Il a souligné que certains médias ont choisi de travailler en privilégiant le point de vue du gouvernement congolais qui ne veut pas que la vérité soit connue de la communauté internationale. En tout temps, dans une situation de conflit, les médias permettent d'avoir une meilleure compréhension des conflits. Et les médias ont une éthique qu'ils vont partout. Maintenant, ce que nous avons vu, c'est que depuis l'éclatement de cette crise, qui commence en fin 2021, les médias occidentaux ont abdiqué, ont refusé de faire leur travail, ont perdu leur éthique. Ils parlent du M23 sans jamais aller dans les zones contrôlées du M23. Ils ne parlent jamais des FDLR. Ils prennent simplement un côté qui est déjà, je dis, scripté par Kinshasa. Et puis, ils tombent dans dans une certaine bêtise de nous ramener chaque fois le problème des minéraux. C'est honteux, moi je trouve que c'est assez grave. Je dis, depuis 4-5 années, on voit clairement comment, par exemple, certaines populations sont des victimes clairement une idéologie fascisante. Je dis, ce qu'on appelle les Banyarwanda congolais, le faciès du Tutsi, soi-disant, tout ça, rien de cela. Les crimes qui ont été commis depuis ces dernières 4 années, chaque fois qu'il y a eu une ou deux personnes qui essayaient d'en parler, cette personne avait des problèmes après. En 2021, alors que les combats entre les forces gouvernementales congolaises et les M23 s'intensifiaient, les médias occidentaux et européens se sont concentrés sur le Rwanda. Le rédacteur en chef de New Time, James Munyaneza, a expliqué que ces tels mensonges dépeint une image qui ne correspond pas au vrai visage du Rwanda. Selon ce rédacteur en chef, les Rwandais ne devraient cependant pas se laisser distraire par de telles nouvelles, mais devraient plutôt réfuter les allégations qui tendent à travestir l'histoire de leur pays. Dans une récente interview à la télévision qatari, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération du Rwanda, l'ambassadeur Olivier Nduhungirehe, a critiqué la vérité déformée par les experts de l'ONU et les organisations internationales concernant les causes profondes des problèmes à l'origine de l'insécurité dans l'Est du Congo. En fait, nous avons un problème très grave avec les soi-disant experts qui n'en ont que le nom. Ils n'ont jamais mis en évidence le problème causé par les FDLR concernant la mort des Tutsis congolais. Ils ne l'ont jamais mentionné dans leur rapport. Lisez-les et voyez par vous-même. En 2022, il y avait une zone appelée Noro qui était habitée par des Tutsis et des Hutus. Mais l'armée congolaise, les FDLR et même l'armée burundaise ont incendié 300 de leurs maisons. Mais aucune organisation internationale ou ces experts n'ont jamais mentionné cela dans leur rapport. Aucun d'entre eux n'a rien fait pour résoudre ce problème. Cependant, les experts et les analystes des médias affirment que si cette technologie est utilisée à mauvais escient pour servir les intérêts personnels de ses propriétaires, elle peut être source de nombreux conflits.
Alors, pour décrypter un peu cette situation, nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio un écrivain, Daniel Lescornet. Bienvenue à la télévision rwandaise. Bonsoir, merci. Alors, vous êtes écrivain donc, Oui. et vous vivez au Rwanda. Oui, oui. Et nous venons de suivre cet élément sur cette guerre médiatique et informationnelle menée contre le Rwanda ces dernières années qui interpelle les observateurs avisés de la situation régionale. Une place sans pareille est accordée à la RDC alors que la voix du Rwanda a du mal à se faire entendre. Comment on peut expliquer cette situation? Là, je vais parler avec mes amis de la communauté rwandaise française, parce que dès hier, nous nous sommes adressés à l'ARCOM et aux régulateurs des chaînes publiques françaises pour leur signaler que ce fait, on l'atteste avec un certain nombre de pressions des autorités congolaises. Le 7 janvier, les autorités congolaises se sont adressées par courrier à TV5 Monde et à France Monde, Média Monde, pour leur dire, de façon textuelle, qu'il y aurait des sanctions exemplaires et graves si on ne reflétait pas la position officielle du Congo. Et 2 jours plus tard, le ministre de la Justice de la RDC, qui a rétabli la peine de mort, comme vous le savez, a menacé sur X, sur le réseau, les journalistes congolais de pouvoir être susceptibles d'être punis de cette peine de mort s'ils ne redonnaient que la position officielle. C'est-à-dire, je ne pense pas que ces chaînes soient... Mais elles ont reçu quand même ces pressions. On voit que la guerre informationnelle est une guerre au sens fort du terme. Et effectivement, on voit bien le déséquilibre flagrant. Je prends le seul exemple, par exemple, des mercenaires. Justement, je voulais évoquer cette situation des mercenaires qui ont déposé les armes, C'est qui étaient sous contrat du gouvernement congolais et qui ont participé à la guerre aux côtés des forces congolaises et des FDLR. Et ces forces qui ont déposé les armes, qui ont demandé à regagner leur pays, le Rwanda les accueille et qui facilite leur traversée du pays en prenant un avion justement à l'aéroport international de Kigali. Absolument. Et bizarrement, dans tous les médias, aucune image. Aucune image. Comment on peut expliquer c'est incroyable quand même. C'est un fait qu'on n'a jamais connu. Ça aurait dû être un scoop. N'importe quel journaliste aurait été excité, j'allais dire, même par cette situation. C'est la première fois qu'on voit de mercenaires. C'est la première fois. En plein conflit, ils doivent traverser les pays où ils se disent en guerre. Bien sûr. Et aucune réaction. Aucune réaction, aucune image. Aucune image. Et pourtant, les images dans les réseaux sociaux. Voilà. Donc, c'est très flagrant. C'est pour ça que nous avons sollicité les autorités, l'ARCOM et les médiateurs des chaînes publiques pour modifier cette situation. On est là devant des faits attestés, on n'est pas seulement sur des élucubrations de savoir si c'est bien. Non, là, le fait est vraiment total. C'est d'ailleurs curieux parce que je dis ça pour nos amis journalistes en général. Ils viennent de faire un papier en France, le syndicat des journalistes, l'ensemble des journalistes, à juste raison. Ils émettent des graves dangers de l'intelligence artificielle générative. Et dans leur papier, ils disent il y a trois critères pour une juste information. C'est à la fois, la première, c'est la recherche, c'est-à-dire la recherche des faits. La deuxième, c'est la vérification des faits. Et la troisième, c'est la contextualisation. Voilà, on devrait avoir aujourd'hui une information de ce type. Or, rien de tel.
Et les médias occidentaux vont tous dans le même sens. Hein. Là, je parle pour la France parce que je connais mieux la situation, mais on voit dans l'ensemble des médias occidentaux, bon, on connaît la parole officielle de ces pays, des grandes puissances. Elles se sont exprimées à l'ONU. Il est naturel qu'on donne la position de ces grandes puissances. Mais effectivement, la position du Rwanda disparaît complètement. Et on reprend les éléments de langage, toujours les mêmes, le M23 soutenu. Alors là, c'est devenu une espèce de mantra qui, sans aucune recherche, sans aucune vérification et sans contextualisation. C'est-à-dire les 3 critères qu'on reproche à l'intelligence artificielle sont en jeu avec peu d'intelligence actuellement. C'est un conflit qui mérite vraiment d'aller approfondir les sujets. On dit que c'est un sujet complexe, on reprend des positions, je pense aux minerais par exemple. Voilà. Là aussi, c'est devenu un mantra, la guerre serait liée aux minerais pour le Rwanda. Il serait simple d'aller faire une enquête pour savoir qui, au Congo, profite vraiment des minerais. Est-ce que ce sont... on sait les grands groupes liés à ces grandes puissances, d'ailleurs. Si ces grandes puissances sont aussi prêtes à soutenir le Congo, quoi qu'elles pensent, parce qu'elles n'ont pas les yeux fermés, ces grandes puissances, et connaissent la situation, la gestion du Congo. Par exemple, l'archevêque de la capitale rwandaise, de Kinshasa. De Kigali ou bien de... Non, de Kinshasa. Oui. A fait en décembre une homélie particulièrement développée sur la situation actuelle du Congo. Il parle de la misère de ce pays, de l'anarchie de ce pays. C'est l'archevêque de Kinshasa. C'est une parole éminente. Cardinal. Cardinal. Vous avez entendu aucun écho. Une seule information sur cette position? D'ailleurs, ce cardinal mène un travail. Il est venu au Rwanda, d'ailleurs, en janvier, et il pousse à la négociation. Ça devrait être des faits majeurs qui devraient être dans la discussion internationale, bien sûr. On parle aussi, malheureusement, de mallettes d'argent qui circulent pour influencer la diffusion de certains médias dans certaines rédactions en Europe. Si vous permettez, on peut revenir un peu sur cet aspect pour que nous, d'ici au Rwanda, on puisse comprendre un peu. Un gouvernement écrit à un média. On le sait que c'est un média public, mais on dit qu'en Europe ou en Occident, les médias sont indépendants. Alors, ils arrivent à infléchir la position pour que cette balance tourne au profit du gouvernement. Comment on peut expliquer cela ? Écoutez, premièrement, je ne suis pas sûr que les rédactions ont suivi ces recommandations. Mais les faits sont là. On sent une information qui va dans un seul sens. Donc, les problèmes d'indépendance sont à interroger sans arrêt. D'ailleurs, je pense que tous les médias se posent ce problème-là. Je pense que c'est un problème pour tous les médias de maintenir une indépendance. Il est naturel un peu que les pouvoirs politiques tendent à faire que leur voix passe en priorité. C'est universel, c'est comme ça. Mais justement, la déontologie des médias est en cause si ils succombent à ces pressions, bien évidemment. On peut penser que le Congo, au moins au niveau médiatique, je pense que c'est le seul domaine de la guerre où ils sont un peu efficaces, font vraiment beaucoup d'efforts. Moi, j'ai dit à mes amis de la diaspora française de peut-être plus prendre la parole, de ne pas hésiter aussi. La société civile a aussi certainement sa place
dans cette affaire. Je pense qu'une parole seulement politique n'est pas suffisante. Je pense que les intellectuels rwandais aussi ont une responsabilité à débattre, dialoguer. Les tribunes, il y a dans le monde, dans les grands journaux français, il y a beaucoup de tribunes sur l'affaire du Congo. Malheureusement, aucun Rwandais n'est sollicité. Aucun Rwandais n'est sollicité. Ce sont toujours des chercheurs externes qui, plus ou moins informés, semble-t-il. Ils deviennent des experts. Voilà, qui deviennent des experts médiatiques, Après un voyage d'1 mois, par exemple. Même sans voyage du tout. Je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de paroles sans voyage du tout. Et c'est vrai qu'on souhaiterait que l'information, lorsque vous donnez la parole à un chercheur qui peut développer des thèses qui sont les siennes et qui sont peu conformes avec la réalité, qu'on demande à un autre chercheur, tout simplement. C'est le pluralisme, c'est le b.a.-ba de l'information, tout simplement. Et tout ça ne fonctionne pas, actuellement ne fonctionne pas. Merci à vous, Daniel Lescornet. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes écrivain. Nous vous remercions de cet éclairage par rapport à une situation qui semble bizarre, mais maintenant, grâce à cet éclairage, les gens sont beaucoup plus informés de comment cela fonctionne. Nous vous remercions, chers téléspectateurs. Nous arrivons pratiquement donc à la fin de cette édition. Nous vous remercions de votre aimable attention et vous fixons rendez-vous pour une prochaine édition à la même heure, c'est samedi.